BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face. Quelle perspective sur les marchés financiers, quel potentiel en bourse, comment faire de la bourse d'ailleurs un atout pour votre patrimoine et surtout quelle perspective macroéconomique prévoir pour la suite? Vaste question à laquelle on va essayer de répondre avec les experts, nos experts de ce face-à-face. Philippe Béchade en plateau avec nous, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Bonjour Philippe. Bonjour Guillaume. Et au téléphone en ligne, Bernard Hébrand, directeur de la multigestion chez Invesco. Bonjour Bernard. Bonjour. Et ravi de vous retrouver. Bernard, il y a quelques jours, c'était lundi, les marchés s'étaient enflammés sur l'hypothèse d'un éventuel vaccin contre le Covid. Sauf que, patatras, les résultats étaient très préliminaires, on le savait déjà, mais enfin les marchés s'étaient enflammés et depuis les marchés s'en rendent compte et les marchés ne font plus rien. Comment est-ce que vous voyez leur évolution du coup sur les séances en cours? Qu'est-ce que ça nous dit de leur état d'esprit et de leur état tout simplement, Bernard? Alors, ce qu'on a eu lundi, c'était vraiment très typique de la phase de marché dans laquelle on est. Et voilà, une phase de bear market assez violent où on a toujours des séances extrêmes de très fortes hausses ou de très fortes baisses. Ça va dans les deux sens. Lundi, c'était une très forte hausse. Alors en Europe, on avait cette belle nouvelle de proposition franco-allemande au niveau d'un plan de soutien de l'économie, mais aux États-Unis, on a eu à nouveau un espoir de vaccin imminent. Alors si vous regardez les précédentes semaines, c'est pas la première fois qu'on a un espoir de vaccin imminent. Cette fois, c'est un test qui est fait par une société qui s'appelle Moderna. Mais il se trouve que quand on regarde ce que fait Moderna, ils en sont vraiment à des stades très très préliminaires sur un tout petit nombre de patients tests. Les résultats pour l'heure ne sont pas du tout enthousiasmants. Surtout en fait, ce qui s'est passé lundi, c'est que la société faisait une augmentation de capital, plaçait de nouvelles actions. Donc c'était le moment de faire monter un petit peu les cours en publiant des nouvelles, même si on devait les démentir le lendemain. Ça a très bien fonctionné. Moderna a vraiment monté d'une vingtaine de % sur une séance. Ça a permis aussi aux nouveaux responsables de la Maison-Blanche pour les vaccins de vendre les actions qu'ils détenaient massivement dans cette société Moderna, puisqu'il en était un des principaux dirigeants jusqu'à il y a encore quelques semaines. Eh oui. Et voilà. Donc on a peut-être des soupçons divers d'impartialité moyenne. En tout cas, maintenant qu'il a vendu ses actions, finalement, Moderna dit que les résultats sont moins bons qu'attendus. Les actions sont vendues. On voit que les marchés s'accrochent à toute bonne nouvelle qui pourrait sortir, même si elle est vraiment lointaine, évasive et incertaine. On a un vrai esprit à l'achat sur les marchés américains. On n'est pas du tout dans une situation où les enthousiasmes ont été douchés à ce stade. Vous nous disiez, les marchés achètent toutes bonnes nouvelles, même si les bonnes nouvelles sont lointaines, évasives, incertaines. C'est le cas aussi d'ailleurs de la proposition franco-allemande. On parlait là du cas des vaccins, lointains, évasifs, incertains. C'est le cas aussi sur la proposition allemande sur laquelle on va revenir, franco-allemande, de mutualiser les dettes en Europe, sur laquelle les marchés se sont aussi enflammés, même si cette perspective reste elle aussi lointaine, évasive et incertaine, comme pour les vaccins, on va y revenir. Sur la réaction des marchés justement au moindre signal thérapeutique, au moindre signal médical d'avancée sur un vaccin, lundi ça s'est traduit par une hausse de 5% sur les marchés. Alors il y a eu aussi cette proposition franco-allemande, mais quand même le vaccin, les premiers essais très préliminaires de Moderna qui ont boosté les marchés en cours d'après-midi lundi. On se dit quoi? On se dit les marchés en effet ont plus envie d'acheter que vendre et ils prennent prétexte de n'importe quoi pour le faire, ou on se dit tout simplement qu'ils sont immatures, inconscients, qu'ils ne connaissent pas les process scientifiques et qui sont complètement à la ramasse. Comment est-ce que vous interprétez-vous ces mouvements incroyables de marché sur des nouvelles qui n'en sont pas en réalité encore, Philippe? Absolument. Bon. Je pense que, je suis désolé, je vais commencer par me répéter, c'est un petit peu le message que je tiens. Les banques centrales sont là et tiennent les marchés, mais au-delà de ça. Il n'y a plus de marché puisqu'il n'y a plus qu'un seul acteur. Et ça a été très très bien dit hier par Barron's, qui est quand même la référence dans la presse financière, celle lue par Wall Street. Et ils ont fait ce gros titre, c'était pas un entrefilet, ils ont fait ce gros titre hier. La possibilité de hausse des marchés est infinie parce que la capacité d'intervention de la Banque centrale est infinie. Alors, c'était un secret de polichinelle dans les milieux financiers depuis déjà, on va dire 2012, 2015, que c'était les banques centrales qui réglaient l'évolution des marchés. Bon, là, c'est totalement assumé et c'est ce qui fait d'ailleurs que on peut avoir aujourd'hui un Nasdaq 100 qui affiche plus 7% depuis le 1er janvier. Donc, la crise du Covid n'a évidemment jamais eu lieu. On a
a le Nasdaq Composite qui revient à 5,8% hier soir de son record absolu du 19 février. On est déjà revenu au-delà des niveaux records de la fin janvier. Donc il n'y a pas de marché. Il y a un acteur qui fait tout, qui peut tout et qui le répète en permanence, je peux tout. Et vous en l'occurrence, le Nasdaq, c'est pas forcément seulement grâce aux banques centrales. Il y a quand même des entreprises, les Amazon, les Google, etc., alors, les Facebook, qui ont de l'avenir. Alors ils ont de l'avenir. Et on le voit particulièrement. Ils avaient de l'avenir déjà il y a 3-4 ans. Et il y a 3-4 ans, j'avais fait le calcul. À l'époque, le PER moyen des GAFAM était de 34. Et on disait déjà où à la fin de l'année 2019, où on avait gagné déjà 38% sur le Nasdaq, grâce aux 50% pris en moyenne par les GAFAM, donc toujours les mêmes locomotives, on était à la fin de l'année à un PER de 45 ou 46. Hier soir, sur les GAFAM, le PER moyen était de 50. Alors vous allez me dire, ah bah oui, il n'y a pas que les GAFAM, il y a aussi Netflix, il y a aussi PayPal, il y a Tesla, il y a... Ben là, vous rajoutez des PER à 55. Zoom, vous savez, l'application Zoom qu'on a découvert pendant le confinement là, et qui vaut plus cher en bourse que toutes les compagnies aériennes, les 7 principales compagnies aériennes. Donc en fait, on est dans quel scénario? On est à une table de poker où les gens sont vissés sur leur chaise. Ils n'ont pas le droit de sortir de la salle. Ils n'ont pas le droit de vendre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait des interdictions de vente à découvert. Ça veut dire quoi? Vous ne quittez pas la salle. Et puis là, d'un seul coup, la porte s'ouvre. Alors, il y a des joueurs de poker qui ont beaucoup de jetons, d'autres qui en ont moins. Et là, la porte s'ouvre, il y a une brouette qui rentre avec 3000 milliards de jetons. Et on en remet devant chaque joueur. Alors qu'est-ce qui se passe? La brouette des banques centrales. Dès qu'on attaque une nouvelle main, tout le monde peut blinder, remettre de l'argent, faire monter les enchères. Alors à la fin, c'est vrai que la plupart des joueurs seront plués parce que c'est le principe du poker, mais en attendant, tout le monde joue et personne ne retire ses jetons pour aller se les faire échanger contre du vrai argent. Donc on est vraiment dans un contexte de poker. Et l'histoire Moderna est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on a retourné un sur la table et d'un seul coup tout le monde a joué le marché comme si ce vaccin était en phase 3 et qu'on avait déjà commencé la production et Stéphane Bancel a expliqué, c'est le PDG de Moderna, que c'est prometteur hein, et on va vite attaquer la phase 2 hein, puis si tout se passe bien, la phase 3 on l'attaquera en juillet et alors si tout se passe vraiment excellemment bien, le vaccin sera disponible en mai ou en juin 2021. C'est-à-dire qu'on a vu le marché monter lundi, comme si le vaccin, on allait pouvoir se l'injecter dès la mi-juillet et tous monter dans un avion dans les heures qui suivent. En fait, c'était quoi? C'était la brouette de jetons est rentrée dans la salle de poker, on a retourné un as et tout le monde a blindé en mettant pas $10, mais en mettant 1000. C'est exactement ça. Mais est-ce que ça signifie aussi, on va rejoindre Bernard Hébron à nouveau dans un instant, mais ça signifie qu'avec les montagnes de liquidités que les banques centrales sont en train d'apporter, les montagnes d'argent aussi que les États et les institutions sont en train de débloquer, on n'a pas d'autre choix quand on investit en bourse que d'acheter. Aujourd'hui, le sens, le vent, un marché pousse à l'achat plus qu'à la vente. Mais c'est pas un marché. Si dans le marché, il n'y a qu'un seul sens, et comme vous le dites, c'est toujours acheter, bon, et on rajoute de la dette. On a vu en mars que le marché était capable de baisser, Philippe. Il y avait encore un marché quand même en mars. Il y a eu une brève reconnexion avec le réel. Ça a été tellement horrible, cette reconnexion avec le réel, parce que le réel, il était chauffé à blanc. On était dans quel réel? On était dans fin 2019, début 2020. On était sur des records, des summums de dette. Jamais les entreprises n'avaient eu aussi peu de trésorerie et jamais elles n'avaient eu symétriquement autant de dettes. Donc on est arrivé là, effectivement, sur un phénomène de douche froide et ça a été tellement affreux qu'on a repris tout le monde et on l'a emmené directement au sauna.